On va avoir une petite discussion entre nous. Je pense que j'ai pas besoin d'attendre le top départ. Je fais ce que je veux, en fait, c'est ça. Merci de voilà. Vous allez me dire ce qui vous a intéressé. On va pouvoir échanger parce qu'on n'est pas, on est suffisamment pas nombreux pour répondre à vos questions. Voilà, ça c'est un livre qui vient de sortir, le livre sur la psychogénéalogie. Oui, les deux. Les deux. Ouais. Donc, voyage au cœur de votre inconscient familial. Donc, ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Donc, la généalogie, on connaît en général un peu ce terme, l'étude de nos ancêtres. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps. La France est vraiment à la pointe sur cette envie, sur cette recherche-là. Il y a beaucoup de Français qui font cette recherche, 15 millions de Français. La psychogénéalogie, c'est l'aspect plutôt inconscient, invisible de ces héritages, de ce qu'on hérite. On pense parfois être le responsable de nos souffrances, le responsable de nos choix. On essaye évidemment dans notre vie d'être le responsable de nos choix, mais le responsable parfois de nos problèmes, de nos maladies, de nos problèmes de couple, de nos problèmes divers et variés. Et en fait, on hérite de beaucoup plus de choses qu'on imagine. On hérite de schémas, on hérite des comportements, on hérite d'un langage aussi, une façon de parler, de voir la vie, des croyances, exactement, des croyances. La plupart du temps, elles viennent nous limiter. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'appeler ça voyage, parce que quand on va au cœur de cette transmission invisible, c'est vraiment un voyage. On part vraiment avec un sac à dos et on va vraiment se demander, déjà c'est un chemin, hein, c'est pas quelque chose forcément qu'on arrive à décortiquer en claquant des doigts. C'est souvent un voyage un peu comme quand on entreprend une psychothérapie. Je ne sais pas si c'est le bon parallèle, mais c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi, en passant par les ancêtres. Dit comme ça, c'est plein de promesses. Exactement, pour mieux se connaître, pour se débloquer aussi. Parfois, on a envie de libérer certaines choses. Mais en fait, c'est aussi très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que, évidemment, la psychogénéalogie, c'est d'abord et avant tout mon papa, ma maman. Et on sait, et vous le savez, sans vous connaître, je sais que forcément, votre père, votre père, votre mère, il y a quelque chose à dire, il y a des choses à dire, qui soient positifs, négatifs, ou un peu des deux. Donc forcément, quand on entreprend ce travail, c'est déjà des choses qui vont un petit peu picoter. On va aller faire mentir certaines choses qu'ils nous ont transmises ou qu'ils nous ont dit. Hein, ils nous ont dit la vie c'est comme ça, ou être un homme c'est comme ça, ou ça va être ta vie. Hein. Parfois on nous a mis sur un chemin, un peu dessiné un chemin. Il faut pas, exactement. Ne serait-ce qu'avec notre prénom, hein, la psychogénéalogie, souvent les gens ils commencent en psychogénéalogie en se disant tiens, pourquoi ce prénom? Quand on est enfant, on a ces questions-là. Hein, c'est pourquoi on m'a appelé comme ça, et toi ah tiens, j'ai un grand-père, parfois une grand-mère qui porte le même prénom, ou bon, peut-être ça vous parle déjà, ouais. Donc souvent on rentre par les prénoms, donc il y a un gros chapitre évidemment sur les prénoms. J'ai un peu essayé de dire que c'était comme une enquête aussi, c'est un voyage au cœur de l'inconscient familial, mais c'est un peu aussi comme une enquête. On va se dire, mais tiens, pourquoi ce prénom? Ça fait référence à quoi? Et puis si ça fait référence à rien, quand même pourquoi? Qu'est-ce que inconsciemment on a voulu me dire, mais surtout me charger? De quoi on a voulu me charger avec ce prénom? Parce que quand ça ne fait pas référence à quelque chose de la famille, alors il y a parfois des personnes qui ont des prénoms issus de... La semaine dernière, la dame, elle me disait, mon prénom, je m'appelle Sandrine parce que c'est la fille de Sardou qui s'appelle Sandrine. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant, on est allé chercher chez quelqu'un, une figure publique, donc il y a quand même quelque chose qui interroge. Pourquoi aller chercher la fille de Sardou? C'est pas juste une sonorité qu'on va chercher dans un prénom. C'est un sens. Sandrine, on entend plein de choses dans Sandrine. Parce que le prénom, c'est ce qui fait notre identité. Hein. La première chose souvent sur notre carte d'identité, c'est le prénom. C'est comme ça qu'on nous appelle tout le temps, toute la journée, toute notre vie. Donc forcément, ça nous marque, ça nous pèse. Là, pour l'instant, je ne connais pas encore vos prénoms, mais si vous vous étiez appelé Sandrine, il n'y a pas de Sandrine, si vous étiez appelé Sandrine, ce serait forcément différent. D'entendre en permanence Sandrine, Sandrine, forcément ça nous marque en fait le prénom. Bon. Alors, ça
Là, on est presque déjà sur l'autre livre, mais vous allez voir, moi, j'aime mélanger les sujets. Donc, c'est un sujet qui s'appelle, alors là, la maison d'édition a voulu appeler Et si vos blocages venaient de vos vies passées. C'est pas que sur les blocages, c'est vraiment sur les vies antérieures et c'est un manuel aussi pour apprendre à les identifier et puis à se libérer de ce qu'il faut libérer. Alors oui, il y a peut-être des choix. Il y a des choix, il y a des traces, mais on va dire que les deux sont complémentaires si on veut comprendre de pourquoi un prénom vient d'avant, etc. Là, c'est vraiment... Oui, peut-être que nous, en tant qu'âme, on va dire, on a peut-être choisi un prénom, mais il faut que les parents soient d'accord et qu'ils le déclarent à l'état civil. Alors, on n'est pas le seul. Exactement. Donc, si moi, en tant qu'âme, j'ai choisi... d'ailleurs, je ne devais pas m'appeler... Moi, je m'appelle Jérémy, je ne devais pas m'appeler Jérémy. Ma mère voulait Jérémy IE, et mon père, à l'état civil, il a déclaré Y à la fin. Donc, on voit qu'il y a un problème de communication. Ça, je m'en étais rendu compte assez vite dans mon histoire familiale. Mais pourquoi ce Y? Pourquoi pas ce IE? Ce IE, peut-être qu'il est un peu féminin. Il y a le côté américain dans le Y, et puis il y a je veux le Y, mais je veux pas le IE aussi. Donc il y a pourquoi aller du côté loin, on pourrait dire que les États-Unis, c'est aller à l'étranger, donc c'est amener de l'étranger. Peut-être c'est déjà me dire que tiens, toi tu vas être intéressé par tout ce qui est étranger. Je mettrai les deux dans le même... Donc en effet, ma vie, ça a été de m'intéresser à ce qui est étrange et étranger. Mais aussi de dire, ah non, on va pas mettre IE, parce qu'IE, mettre un IE à un garçon, ça lui... Non, c'est pas bon pour... c'est pas bon. Si déjà je parle de mon histoire, et j'en parle avec plaisir, sans problème, c'est déjà que dans ma famille, en tout cas du côté paternel, on refusait cette féminité, en tout cas, ou ce féminin. Moi, j'avais un grand-père qui était très castrateur, très, très cassant, très, très méchant. Moi, dans cette famille-là, quand on se faisait la bise, donc quand on devait avoir un peu d'affection normalement, on se faisait la bise pas avec sur les joues, mais avec les pommettes, on se donnait des coups en fait. Donc vous voyez bien qu'il fallait montrer comme ça une masculinité un peu toxique, comme on dit maintenant, un peu macho exactement. Et parce que moi, comme je suis thérapeute, mon métier c'est d'être thérapeute et d'être, je ne fais pas juste des livres, je suis thérapeute et je suis formateur. Et justement, dans cette famille, on avait un problème, je dirais, lié à ce côté macho. On avait des problèmes de prostate. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, cancer de prostate. Donc il y a bien un truc avec la masculinité, avec le côté, la prostate, je ne vais pas faire un dessin, c'est l'organe du masculin, on va dire ça pour faire soft, on se connaît à peine. Donc voilà, vous voyez, je suis déjà dans l'analyse transgénérationnelle là de où sont les indices. Là, par rapport aux maladies, on parlerait de décodage biologique. C'est aussi un terme peut-être que vous connaissez ou vous verrez un jour. Il y a pas mal de livres aussi sur ça, ou en accompagnement avec un thérapeute. Qu'est-ce que dit cette maladie? D'où elle vient? Parce qu'une maladie, elle ne surgit pas par hasard. C'est une construction, c'est un inconscient familial, là pour le coup. Et c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce qu'on en fait, exactement. Le mal a dit. Qu'est-ce que le mal dit? Exactement. Voilà, j'ai déjà mis plein de choses, plein de sujets. On passe par les prénoms, on passe par la façon dont on se fait des bisous, dont on se dit bonjour. On se donne des coups. La maladie, donc et puis après il y a tout ce qui tout ce qu'on en fait, comme vous venez de dire, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça. J'ai une petite phrase. Je dis parfois que le transgénérationnel, soit on y vient parce qu'on est forcé, parce qu'on est bloqué dans la vie et qu'on a besoin de construire notre vie comme on veut. On voit bien que qu'il y a des trucs qui nous empêchent, qu'on sent profond, inconscient, inaccessible. Donc soit on y vient par nécessité, soit on y vient quand même un jour parce qu'on est obligé. Et qu'un jour,
je préfère dire aux gens venez-y par plaisir et par curiosité et voilà, parce qu'on y revient toujours en fait. On est toujours influencé, je ne vais pas donner de pourcentage, mais je pense qu'on est vraiment influencé à 80% par, non pas juste les ancêtres, mais d'abord papa et maman et nos ancêtres ensuite. Ce qui est assez fascinant quand on plonge dans ce voyage, c'est que parfois ça remonte à très 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 loin. C'est qu'on peut remonter sur un problème physique, un problème... je me souviens d'un monsieur qui avait un début de Parkinson, par exemple. On était remonté, si je ne dis pas là de bêtises de mémoire, à 13 générations. La plupart des gens qui font de la psychogénéalogie disent qu'en général, au bout de 4 ou 5 générations, on trouve, et on n'a pas besoin de... Ouais, on trouve une sorte de résonance. Ah tiens, je vis ça, il a vécu ça. Ouais. Bon. Moi, comme j'aime aller sans limite, vous voyez, avec cet autre livre que je me cantonne pas à la psychologie, je vais aussi dans ce qui est invisible, énergétique. Parce que pour moi, l'inconscient et l'énergétique, c'est vraiment presque la même chose, quelque part. Moi, je réponds à vos questions après. Là, je vous dis tout ce que j'avais envie de vous dire, et puis après, je réponds à toutes vos questions. Donc, au-delà, quand on s'autorise à aller au-delà de 4-5 générations, on peut trouver... et en fait, on avait trouvé un ancêtre. Alors, je pourrais après vous expliquer en détail comment on a trouvé, mais... Ah, 13 générations. Bah, ça dépend. Les gens, ils vivaient moins longtemps à l'époque. Là, de mémoire, je sais pas. En général, on dit qu'une génération, c'est 40-50 ans. Donc, ça fait entre 6 et 7 siècles, quoi. C'est 500 ans, 600 ans. Donc, on peut remonter très très loin. Ça, c'est pas juste moi qui vous raconte ce que j'ai expérimenté en tant que thérapeute. Déjà, j'ai plein de choses à raconter, mais il y a aussi des scientifiques maintenant qui se penchent sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a des gens qui font des études sur la génétique, sur quelles traces laissent, par exemple, des événements historiques la plupart du temps. Il y a des études sur les descendants de la Shoah. Qu'est-ce que dans leurs gènes ont reçu des descendants de personnes qui ont été dans les camps, par exemple. Bon, ça ne fait pas extrêmement longtemps, donc il y a 1 ou 2 générations, mais on voit que dans leur ADN, il y a des marqueurs, vraiment biologiquement, scientifiquement. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Donc, en effet, ça peut remonter à très 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 loin, parce que ça va marquer toutes les générations. Mais ce qui est important, c'est que ça ne va pas marquer que le corps et l'ADN. Ça marque l'inconscient de génération et de génération et de génération. Donc ça, on va peut-être prendre des exemples précis après, mais il y a des gens qui sont empêchés par plein de choses, et soit ça se transmet, ça se manifeste plutôt dans les comportements, ça se manifeste par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, il y a aussi ce qu'on s'empêche de faire parce que c'est pas acceptable, parce que on parle aussi des secrets, des tabous, voilà, toutes les émotions, les peurs, les colères qui n'ont pas été digérées. Ça peut nous... Ah, après. Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est si je me libère, est-ce que ça libère les enfants, les petits-enfants, etc. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça peut, mais c'est pas automatique, parce que ça dépend comment, on va dire, on va dire les enfants ou les petits-enfants, ça dépend comment eux ils gèrent leur propre histoire. On rêve tous du bouton magique où je me libère et je libère tous les autres. On en rêve, c'est normal. Et en plus, tant qu'à faire, les générations d'avant, etc. Oui, c'est possible. Je vais vous raconter un exemple pour vous dire que j'ai vécu un exemple qui montre que c'est possible. J'étais en séance avec une personne et elle me raconte sa vie, elle me raconte des événements, et sa fille était dans une pièce à côté.
On lui a dit de ne pas venir. Moi, je fais jamais ça normalement en présence des enfants, évidemment, mais ils ne peuvent pas tout entendre et pas tout comprendre, donc à côté. On fait la séance, et puis elle me raconte des choses, je lui pose les questions, parce que voilà, j'ai l'habitude de poser certaines questions pour aller décoder cet inconscient qui ne veut pas tout, auquel on n'a pas accès. J'allais dire, la qualité première de l'inconscient, c'est qu'on n'y ait pas accès. C'est caché, c'est refoulé, comme on dirait en psychanalyse. C'est inaccessible, c'est inconscient, inaccessible. Sauf quand on a les bonnes clés. Voilà. Donc je lui pose des questions, elle me raconte, et puis elle commence à se gratter la jambe droite. Parce que ce sujet la démange, on pourrait dire, parce que ce sujet est très sensible et que y a cette colère rentrée. Je ne vais pas vous raconter son histoire, mais c'était vraiment une histoire horrible, avec des violences sexuelles, bon, voilà, un tout, quoi. Un tout, vraiment, ce qu'on souhaite à personne. Malheureusement, ça existe beaucoup, mais on le souhaite à personne. Et elle se gratte la jambe, et elle me parle, elle me dit oui, putain. Puis elle me parle, elle voulait comprendre pourquoi sa fille avait de la colère. Pourquoi sa fille était souvent comme ça, très, très colérique. Et elle commence par me raconter son histoire, elle se gratte la jambe, elle se gratte, et puis elle me raconte, et je pose des questions, elle me raconte. Puis elle commence à se faire saigner tellement elle gratte. Un tout petit peu, hein. Mais elle se gratte au sang. Et en se grattant au sang, elle a une prise de conscience en disant « Oh, mais cet enfant, je l'ai fait comme une revanche. » Elle me dit « Cet enfant, je l'ai pas fait comme un acte d'amour, je l'ai pas fait juste par hasard. Je l'ai fait aussi dans un acte de revanche, en chargeant cet enfant finalement de toutes mes douleurs, de tout mon passé, et tu seras ma revanche. » Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le mandat transgénérationnel, c'est je te demande d'être ma revanche. Mais si on met quelqu'un dans l'état d'esprit d'une revanche, on la charge d'une certaine colère. Alors, on comprend le besoin de la maman d'être dans une résilience, de se guérir, et à ce moment-là, le mot qui lui vient, c'est la revanche, à ce moment-là dans sa vie. Et à ce moment-là, il y a la petite fille qui court et qui entre dans la pièce et qui dit « Maman, pourquoi ça gratte là ?» Au même endroit où sa maman est en train de se gratter au sang. Donc ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a bien un lien qui nous dépasse, qui est là. Bon, on est dans la même maison, mais je pense que ça change rien. Elle a ressenti, il s'est passé quelque chose. Et puis, le fait que cette mère prenne conscience qu'il fallait qu'elle arrête de demander à son enfant d'être une revanche, qu'elle la libère finalement de cette demande, donc elle était un peu plus, j'allais dire contrôlée, ou possédée même par la colère. Je crois que j'ai envie de dire ce mot. Mais qui ne lui appartient pas. Les enfants ne doivent pas réparer leurs parents, même si tous les enfants veulent réparer leurs parents. Pardon ? Ouais. Tous les enfants veulent réparer et sauver leurs parents. Ça fait partie de notre espèce humaine. On est éduqués comme ça. Je pense qu'on aimerait tous aujourd'hui que nos parents aillent ou qu'ils soient en paix, même s'ils sont de l'autre côté, on aimerait qu'ils soient en paix. Mais ça, c'est constitutif. Ah bah ben non. Ouais. Après, il y aura plein de choses à dire, mais ils veulent pas forcément que ça se passe bien. Ils veulent pas forcément que leurs parents soient heureux. Ils veulent que leurs parents soient ensemble. Je veux que, par rapport à leurs besoins de sécurité. Oui. Ça, c'est important parce que ça me permet de parler de la loyauté juste après. Pourquoi les enfants ils veulent que leurs parents restent ensemble? Sauf dans le cas du complexe d'Oedipe où le complexe d'Oedipe, c'est Freud qui révèle ça. C'est on veut inconsciemment tuer le papa et épouser la maman, on va dire simplement. Mais c'est un conflit à l'intérieur. On voudrait à la fois ça, inconsciemment, profondément inconsciemment, et en même temps, on voudrait qu'ils restent ensemble. Parce que nous faisons partie d'une espèce qui est une espèce qui n'est pas comme toutes les autres espèces. Quand on naît, NAIT,
on a besoin d'aide. On ne peut pas tout de suite aller se nourrir tout seul. On a besoin, parce qu'on est, enfin, j'aime bien cette image de, on est sur le dos, les quatre fers en l'air, et puis si on ne nous nourrit pas, on meurt. Si on ne nous donne pas à manger ou à boire, on meurt. Si on ne nous fait pas d'éducation, alors oui, mais pas tous. Certains animaux, tout de suite, ils peuvent marcher. Le petit poulain, le petit veau, le petit lapin. Oui, oui, bien sûr, mais s'ils sont séparés, ils peuvent survivre. Ça ne va pas empiéter leur survie, d'accord, ça va changer, mais ça ne va pas les tuer. Le bébé, le petit de l'homme, s'il n'est pas nourri affectivement et intellectuellement aussi, hein, ça fait déjà, on apprend déjà à parler aux enfants, hein, à réagir, etc. Le cerveau ne va pas se développer de la même façon. Donc on est aussi en fait, on est très dépendant comme espèce. De la même façon, on sait que maintenant, le rapport à la peau, le câlin, hein, on sait que si on n'a pas ce lien, c'est grave parce que même on ne va pas se développer cognitivement, le cerveau ne va pas se développer aussi bien que ça pourrait. Donc on va dire qu'on est très dépendant en fait. Et cette dépendance, elle fait qu'on va rester très très en lien avec la famille. C'est pour ça qu'on va rester très influencé par tout ce qu'on va nous dire. Parce qu'il faut que, quelque part, pour rester dans cette famille, il faut qu'on croie à ce qu'on nous dit. Donc toutes les croyances négatives, éventuellement qu'on pourrait juger comme négatives, pourquoi on va y croire? Si on te dit tu es ça ou tu n'es pas grand-chose, on va pas dire oui d'accord, on va inconsciemment l'accepter, parce que si on nous sort de cette famille, on ne survit pas. Enfin, on croit qu'on ne survit pas, on peut nous mettre dans d'autres familles, mais... Donc il y a ce besoin de tout croire, et de tout accepter. Exactement, le besoin d'appartenance qui est dans notre espèce extrêmement fort. J'ai envie de dire, quand on est enfant, c'est pas très grave. Ça nous apporte aussi un cadre, de la survie, une éducation, peu importe l'éducation, etc. Le problème, c'est quand on grandit pas. Quand on se détache pas de ça, quand on fait pas le tri une fois qu'on devient adulte, dire même quand on devient adolescent, c'est ça l'adolescence en fait, hein, c'est dire maintenant je vais essayer de penser par moi-même, etc. On n'est pas tous armés pour faire ce tri. Il y a des personnes qui vont aller à 50, 60, 70, 80 ans et qui vont garder les croyances de je ne suis rien. Parce qu'on m'a dit quand j'étais petite, tu n'es rien. Peut-être parce que j'étais trop petite, on m'a dit t'es trop fragile. Ou parce que j'étais une femme, hein, pendant longtemps on a dit aux femmes quand même tu es moins bien qu'eux. Voilà. Et à 80 ans, on va quand même garder ces croyances-là, alors qu'on a eu des enfants, qu'on a élevé des enfants, qu'on a travaillé, qu'on a fait des choses qu'on pourrait regarder autrement. Non, on va toujours croire profondément au fond de soi qu'on n'est pas grand-chose. Oui, alors ça, les parents surprotecteurs, c'est encore un... C'est sûr que ça... que l'extrême, j'allais dire, ce qui n'est pas équilibré crée forcément un problème. C'est ça. Ouais. Alors justement, pourquoi on n'est pas armé de la même façon? C'est transgénérationnel. Si par exemple, alors je vais prendre mon exemple, c'est pas pour parler de moi, c'est pour que vous ayez un exemple concret. Moi par exemple, je suis parti à 18 ans de la maison faire mes études. Je viens de Dunkerque, donc je suis parti d'abord à Lille, première étape, et ensuite à Paris quand j'avais 22 ans. Pourquoi moi, je me suis autorisé à faire ce chemin? Parce que j'avais un oncle qui était déjà passé par là, qui était déjà parti à Paris. C'est un peu l'oncle mythique dans la famille qui a réussi, qui a le premier acheté une grande maison, qui a des enfants, qui a une famille, qui a un grand poste dans une grande société. Voyez. Donc j'avais cet exemple de leur réussite. Et ça s'est bien passé.
C'est pas juste il l'a fait et il est revenu pas fier. Non, c'est en plus c'est possible et il a réussi. Donc j'ai été éduqué dans cette idée-là. J'avais un exemple. Mais dans certaines familles, on n'a pas cet exemple-là. Donc on va rester dans sa famille, dans sa région, parfois même dans son village, parce que dans cette famille, on reste. On ne se pose pas la question et on n'a pas l'exemple qui nous permet de nous poser la question. Alors après, heureusement qu'il n'y a pas que la famille. Il y a parfois, on voit un film, on lit un livre. C'est pour ça qu'on est dans une librairie que c'est important de s'ouvrir, de partager aussi nos histoires et de les lire. C'est parce qu'il faut qu'on ait des exemples positifs. Et parfois on se dit, ah bah non, c'est impossible parce que c'est dans un livre, c'est dans un film, donc non. Donc on va aussi s'interdire, on va quand même se l'interdire, même si on le voit ailleurs. Pour moi, c'était un oncle que je ne voyais pas. Donc c'était un exemple, mais ce n'était pas un oncle que je côtoyais. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à... J'avais un des blocages que j'ai eu, c'est le fait de m'autoriser à acheter une maison. Parce que j'ai eu toujours un métier où j'étais indépendant, en tant que thérapeute principalement. Et pourtant, mes parents étaient propriétaires. Mais moi, j'avais ce blocage-là. Alors je me suis demandé, mais pourquoi j'ai ce blocage-là? Parce qu'en fait, c'est pas juste l'exemple de mes parents sont propriétaires. C'est en tant qu'indépendant, est-ce que c'est possible de devenir propriétaire? Mes parents n'étaient pas indépendants. Enfin, salariés, on va dire, ouvriers et maman au foyer. Par contre, mon grand-père était indépendant. Il était artisan, commerçant. Donc je me suis plutôt identifié à lui, parce que même, comment dirais-je, c'est la notion à qui on s'identifie. Sur ce sujet-là, je me suis identifié à lui. Un peu artiste, commerçant, indépendant, etc. Et lui, jamais propriétaire de sa vie. Et sur cet aspect-là, et voire sur beaucoup d'autres aspects, je me suis identifié à lui. Moi, je me suis dit, mais moi, je veux être comme lui, je veux être libre, en fait. Parce que lui, il était libre. Et pour moi, la propriété, un bien, c'était ne pas être libre. C'était des contraintes, c'était plein de choses qui me passaient. Voilà, je pensais à ce moment-là plein de contraintes. Donc j'ai fait le chemin comme ça de qui... c'est ça la psychogénéalogie, c'est-à-dire quels sont les modèles que j'ai eus ou quels sont les modèles que je n'ai pas eus par rapport à tel ou tel sujet. Le fait que je m'autorise ou pas de faire ça, ou pas certaines choses dans la vie. Et je me suis dit, mais en fait, oui, ils étaient libres, mais quand même, ils se plaignaient tout le temps de ne pas être propriétaires. Et puis, peut-être que s'ils avaient fait d'autres choix, ils auraient pu... Bon, bref. Donc, je me suis dit, ok, je vais me réapproprier ma propre histoire, mon propre destin, et arrêter de m'identifier, comme je l'ai fait entre mes 0 et mes peut-être 14-15 ans, quoi. Non, j'ai 40 ans, enfin, du coup, à l'époque où on a acheté, on avait 40 ans. Enfin, j'avais 40 ans. Ouais, truc comme ça, en 40-39. Et donc je suis allé identifier ces blocages-là, ces personnes-là qui me montraient un modèle certes de liberté, donc positif, mais l'envers de la médaille de ça, c'était t'es libre mais tu posséderas pas de maison, donc tu n'auras pas d'ancrage. Voilà quelques exemples de quel chemin on peut prendre pour la psychogénéalogie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait ces deux livres. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que parfois on allait très très loin, jusqu'à 13 générations avec cet exemple de ce monsieur-là. Je vais mélanger les deux livres-là. Il y a quelque chose que j'adore découvrir avec les personnes. C'est ce que j'appelle le transkarmique. En langage plus simple, c'est... Vous avez déjà été incarné dans votre arbre. Donc c'est certes une autre vie, mais c'est aussi une ancêtre, un ou une ancêtre. Donc c'est à la fois ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle de cet ancêtre que vous avez été, et la mémoire karmique.
quand on trouve cet ancêtre-là, par rapport à un sujet, hein, si je reprends débloquer par exemple ma vie professionnelle, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, si je trouve à la fois l'ancêtre que j'ai été dans une autre vie, souvent ça fait... Vous savez, ces moments où vous pouvez faire... Eureka presque. Le psychanalyste Jung, il parlait j'aimais bien cette idée, c'était vous savez, comment on appelle ça, les fauteuils matelassés, où il y a plusieurs couches. Avant, on faisait des matelas, on mettait plusieurs couches, on mettait un bouton, et ça faisait ce qu'on appelle un capiton. En fait, quand vous trouvez cet ancêtre-là, cette information transkarmique, ça se fait sauter le bouton et la masse là de toutes les couches successives, elles reprennent quelque part de la vie, du volume, elles sont plus contenues, quoi, elles sont plus empêchées. J'ai eu des exemples avec des personnes qui ça a vraiment fait un exemple, parce que le problème de cette dame était, il peut sembler pas grave, mais au quotidien c'est très dur à vivre. C'est une dame qui vient me voir, elle ne pouvait plus manger que des endives. Son corps ne supportait plus que les endives. Donc là on est vraiment dans un rejet de tout le reste, dans presque une phobie, puisqu'il y a presque un comportement inconscient, comme une phobie qui rejette tout. Et puis l'endive, quoi. C'est pas... Bon, j'habitais encore dans le Nord à cette époque, donc il y a vraiment un lien avec sa famille, avec le transgénérationnel dans le Nord. Et puis on trouve des informations transgénérationnelles, on trouve un peu de karmique, on trouve plein de prises de conscience, et à un moment donné, information transkarmique. On identifie qu'elle a été incarnée déjà dans son arbre, dans une autre vie et dans une branche de son arbre. Et là, ça... Et ce qui est beau dans ces moments-là, je ne veux pas survendre ce qui se passe dans c'est pas dans tous les cas, mais souvent il y a une vague de frissons, cette vague de frissons quand il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, comme une prise de conscience, comme une révélation, comme une libération. Vague de qu'est-ce qui se passe. Parfois il y a même des gens qui tombent dans les pommes, ça peut arriver. C'est aussi biologique, c'est le nerf vague qui réagit, qui lâche, et il y a quelque chose qui se libère en nous profondément. Et donc vague de frissons. Et quelques semaines plus tard, elle m'envoie un message et elle me dit c'est fini, en fait, je suis guérie, j'en suis même à oublier avoir été malade. C'est-à-dire qu'elle avait tellement fait un chemin rapide dans sa tête et dans son corps que c'est pas juste je suis guérie, c'est j'ai oublié que j'ai été malade. Donc là on est vraiment dans le psychosomatique pur, c'est vraiment la psyché et l'inconscient qui dictent en fait le corps, qui bloque et qui dicte ce que le corps peut et ne peut pas, veut et ne veut plus. Et en allant libérer comme ça ce psychosomatique, comme dans les phobies, comme dans plein de choses, pas que le corps, ça peut se libérer. Donc, voilà. Donc j'en parle avec passion parce que c'est magique de pouvoir aider les gens à manger normalement, tout simplement. Comment on fait pour revenir en arrière? Alors, quelles sont les méthodes. Ok. Alors, je prends un petit coup. Et je comprends en fait. Mon objectif en faisant ce livre, c'était déjà de donner les méthodes que vous pouvez faire tout seul chez soi. Donc il y a 15 étapes. Principalement, on va interroger l'inconscient. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y en a un qu'on appelle par exemple le scénario imaginaire. Le scénario imaginaire, c'est un peu comme en hypnose où on va s'imaginer dans une situation et puis et puis là, qu'est-ce qui se passe? Ce que moi je fais en séance individuelle avec les personnes, parfois même en groupe, parce qu'on organise des groupes aussi, on passe par l'hypnose. J'ai envie de dire qu'on appelle ça hypnose ou pas hypnose.
d'abord, il faut comprendre comment s'exprime l'inconscient. Donc, je refais un petit peu de théorie et après je réponds vraiment aux outils, où je dis un peu des deux en même temps. L'inconscient, par exemple, il ne connaît pas la notion de temps. Si je vous dis qu'on est en 1998, il y a une part de vous qui va dire bah non, je sais que non. Il y a une part de vous qui va dire pourquoi pas, je suis presque prête à y croire. C'est votre inconscient qui est prêt à y croire. Votre inconscient, il ne connaît pas la notion de vrai ou de faux. Si par exemple là je vous dis, d'ailleurs j'aurais pu vous dire n'importe quoi depuis tout à l'heure, je peux vous dire que des trucs faux, votre inconscient il dit bah attends, oui c'est possible. Voilà, la dame qui mange que des endives, c'est possible. Bon, moi je sais que c'est vrai, parce que c'est ce qu'elle m'a raconté, mais si par exemple je vous dis que comment je vais si je vous dis par exemple que de là-bas, de l'autre côté de la boutique, il y a un éléphant rose qui est en train de se balader, il y a une partie de vous qui va dire bah non, c'est pas possible. Il y a quand même une partie de vous qui va l'imaginer. On va contrôler s'il est vraiment là. Éventuellement, en tout cas, vous allez douter, mais vous allez commencer aussi à l'imaginer. C'est cette partie de votre être qui est l'inconscient. C'est pour ça que dans vos rêves, tout est possible. Parce que dans vos rêves, il n'y a pas de limite de temps, de est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible, de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, etc., etc. Donc c'est vraiment déjà d'essayer de comprendre comment fonctionne l'inconscient. À partir de ça, on va essayer, par exemple par l'hypnose, par des questions qu'on appelle l'analyse transgénérationnelle, hein, avec des outils. On peut aussi utiliser le dessin, parce que dans le dessin, il y a quelque chose qui va être plus dans le corps qui va s'exprimer, hein, qui va être comme un objet transactionnel. Enfin, on va passer par le dessin et on va répondre comme ça spontanément. Il y a aussi des outils que je ne peux pas révéler, parce que si un jour vous faites une analyse transgénérationnelle, ça va un peu atténuer l'effet, parce que vous le saurez avant. C'est comme si je vous dis les trucs du magicien, vous vous direz oh, bah, je sais comment ça fonctionne maintenant. Voilà. C'est pas parce que je tiens à les garder pour moi, c'est parce que je tiens à ce que les gens qui vont vivre une séance en aient les effets. Voilà. Donc ça peut être par le dessin. Des petits exemples un peu plus... le portrait chinois. Peut-être vous voyez ce que c'est, vous avez peut-être déjà joué au portrait chinois. On peut passer par là en disant et si ma famille, par exemple, c'était... et si votre famille, c'était une série télé, ce serait laquelle? Ou un film? Comme ça, spontanément. Vous diriez quoi? Sans réfléchir, c'est important de ne pas réfléchir. T'as eu les Simpsons? Je l'avais en tête aussi, les Simpsons. Donc, ok. Donc là, on pourrait partir de cette réponse et dire, ah ok, intéressant. Il y a une réponse là de l'inconscient de pourquoi c'est les Simpsons. De pourquoi c'est un dessin animé. Pourquoi c'est une famille américaine. Pourquoi c'est une famille... voilà, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que dans ton inconscient... Tiens, on irait décoder comme ça la réponse. De ma famille, c'est les Simpsons. Je te laisse les réponses. Je te pose juste les questions et tu peux répondre si tu... Pardon, je vous ai parfois tutoyé, ça me vient spontanément. Ça peut être ça peut être aussi des outils, on peut utiliser la kinésiologie. La kinésiologie, c'est par exemple... C'est partir du principe que le corps a des mémoires. Et donc, on a des exercices en kinésiologie, qui est une technique pour aller chercher les informations de l'inconscient. Par exemple, si vous avez une résistance musculaire, ça va dire oui ou non, ou inversement. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait faire un exercice. Ça peut être soit avec le bras, hein, parfois on peut faire avec si ça lâche ou si ça lâche pas. Avec le pendule aussi, parce qu'on n'est pas loin du... On va chercher des réponses comme ça dans l'invisible et dans l'inconscient avec un pendule ou avec des baguettes. Vous avez peut-être déjà vu les baguettes énergétiques, ce qu'on appelle les Radmaster aussi.
Donc ça, c'est les outils. On peut aller chercher avec les outils différents. Par des petits exercices, on va dire, des associations. On peut passer par les associations d'idées aussi. Ça, c'est le psychanalyste Jung qui fonctionnait beaucoup avec ça, qui a beaucoup développé. Freud, il avait développé, il a un peu révélé l'inconscient. Avant, on ne connaissait pas l'inconscient. Avant 1905-1910, on ne connaissait pas l'inconscient. On parlait du conscient, du psychisme, mais on ne parlait pas d'inconscient. Donc c'est une révolution en fait, ça fait pas très longtemps. Et ensuite, on va dire son disciple, Jung, il a dit oui mais il n'y a pas qu'un inconscient personnel, il y a aussi un inconscient collectif. Et d'abord c'est familial. Voilà. Il y a d'autres praticiens, thérapeutes, etc., qui ont dit oui mais il y a aussi d'autres choses, il y a plein de choses sur l'inconscient familial à dire. Il y a ce qu'on appelle aussi le fantôme familial. Alors le fantôme familial, il ne faut pas juste voir ça comme c'est pas une personne qui ne serait pas passée dans la lumière, comme on parlait parfois dans le monde spirituel. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de cette famille. Ça peut être des secrets, ça peut être des tabous, ça peut être des choses refoulées, des non-dits, des choses mal faites, des choses pas assumées. Alors ça peut être... J'aime bien utiliser le langage de la spiritualité aussi, parce que ça dit plein de choses. Ça peut être aussi des malédictions. Alors là, le mot, il fait toujours un peu peur, mais une malédiction, c'est ce qui a été mal dit. C'est pas juste ce qui est ésotérique, et ce qu'on imagine d'ésotérique dans la malédiction. C'est aussi ce qui a été mal dit. Comme je disais tout à l'heure, tu ne vaux pas grand-chose, ou toi tu seras ça, tu seras pas ça, etc. Ça, c'est des malédictions, c'est ce qui a été mal dit. Pourquoi tu n'es pas grand-chose? Non, tu es ce que tu veux être, tu peux être ce que tu veux être. Comment on inverse une malédiction? Question pour un champion. Comment on inverse une malédiction avec une bénédiction? On va bien dire bénédiction, ce qui a été mal dit, malédiction. Donc on passe aussi beaucoup par le langage, évidemment, par on va exprimer. Et en disant ça aussi, on se rend compte beaucoup en psychogénéalogie que grâce à tout ce qui est lapsus, acte manqué, on va pouvoir aussi décoder cet inconscient transgénérationnel. Là, est-ce que j'ai un exemple précis? J'en fais plein des lapsus, moi, parce que je parle vite en général, et comme je parle vite, j'essaie de ne pas réfléchir. J'essaie de parler avec mon cœur, pas trop avec ma tête, donc des fois, il y a des trucs qui sortent et ça fait « Waouh, je viens de dire ça, mais c'est évident, c'est là la réponse. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc en séance aussi, on va créer cet espace où tout peut être dit. Et surtout, aller dire un peu du mal de papa et de maman. Quand on les a un peu trop idolâtrés, ou pas dire du mal pour le plaisir de dire du mal, pour équilibrer, oui, parce qu'ils ont aussi fait des choses qui n'étaient pas juste pas correctes. Et inversement, en plus, ils ont certainement fait ce qu'ils ont pu. Et quand on dit un peu trop de mal de ses parents ou de sa famille ou de ses ancêtres, on va faire l'inverse. On va aller dire du bien. On va aller dire, ok, j'ai vécu dans une famille pauvre, il y avait de la violence, ma mère était dépressive, etc. Ok, ça c'était les faits. Maintenant, en tant qu'adulte, je vais aller bénir ça. C'est dur d'aller bénir ça. C'est dur d'aller bénir une famille pauvre, une famille violente et une mère dépressive. C'est dur d'aller dire, il y a eu du bon dans tout ça. Et c'est ça qu'on va faire. On va aller creuser, parfois on va creuser. Parce que c'est dur de se dire, il y a eu quoi de bon dans ça? C'est l'idée de l'équilibre. Pour marcher droit, en gros pour avancer, il faut équilibrer. Il faut avoir deux jambes, deux bras éventuellement pour créer, pour avancer. Et il faut être équilibré entre le mental et l'inconscient. Moi, mon travail, c'est de dire aux gens, on va équilibrer en fait. On va équilibrer. Si c'est mal passé, on va essayer de trouver des bonnes choses. Si ça s'est, selon vous, trop bien passé,
que vous idolâtrez vos parents ou ce grand-père ou peu importe, on va aller aussi dire un peu, ils n'auraient pas dû faire ça, ou ils l'ont pas, ça non plus, ils l'ont pas bien fait, etc. Pas pour le plaisir de les... Faut remettre, exactement, de la balance, de l'équilibre, et je dirais même à avoir un regard adulte sur ce qui s'est passé et pas les regarder du point de vue de l'enfant qui les a vécus. Donc, c'est grandir. Et grandir, on peut tout au long de la vie. On peut encore grandir. Un outil qui me vient là, il y a ce qu'on appelle l'âge inconscient. L'âge inconscient, c'est par rapport à un sujet. Je vais reprendre le travail, j'ai du mal à me lancer dans ce que j'aime, à quitter mon travail et faire ce que j'aime. On va aller, avec les outils dont je vous ai parlé, on va aller voir la personne, quel âge a-t-elle par rapport à ce sujet. Et en fait, on va trouver que par rapport au sujet de se lancer dans ce qu'elle aime, en fait, elle a 8 ans. Et on va lui demander, il s'est passé quoi à 8 ans? Vous étiez où dans votre vie à 8 ans? Et parfois, la plupart du temps même, souvent ça va à 8 ans, mais j'étais là, et c'est vrai que j'ai déménagé, et j'ai dû me relancer, j'ai dû me refaire des amis, j'ai dû recommencer une histoire, j'ai dû me refamiliariser avec un lieu, etc. Et en fait, ça va être en résonance avec une blessure qu'elle a eue à cet âge-là, comme un miroir, on va dire. J'ai du mal aujourd'hui à me lancer, à faire quelque chose que j'aime, parce que quand j'ai dû me lancer, c'était à 8 ans et c'était dur. C'est dur à 8 ans de se refaire un entourage, des amis, des habitudes, etc. Et en fait, je suis aujourd'hui empêché par cette blessure qui n'est pas que familiale, mais qui est personnelle. Parfois, on va trouver une blessure transgénérationnelle. Pourquoi l'âge miroir? C'est qu'est-ce qu'a vécu ta mère ou ton père? On va essayer d'identifier l'adulte, qu'on appelle l'ancêtre référent. Qu'est-ce qu'il a vécu à 8 ans? Qu'est-ce que ta mère a vécu à 8 ans? Ça, c'est dur, parfois on ne le sait pas. Parfois, on a encore la maman, donc on peut lui demander entre deux séances, etc. Et puis parfois, on va laisser passer lapsus, là, j'ai fait un lapsus, on va laisser juste passer ou parler l'inconscient, les informations à travers soit les gestes. Quand on est en individuel, c'est ce que je vous décris là. Par contre, quand on est en groupe, on parle souvent de constellation familiale. Et là, il y a des choses qui vont se passer aussi qui vont être magiques parce que c'est pas nous qui allons, moi en tant que client, qui va révéler, c'est les autres qui ne me connaissent même pas qui vont révéler. Là, c'est complètement magique et instinctif et inconscient. Et voilà. Donc c'est facile. Enfin, je peux répondre à la fois aux outils, mais je vais répondre, une réponse là encore plus de mon cœur. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'inexplicable qui est de l'ordre de la vie en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, qui est ce qui se passe dans une séance quand tu sais que ta parole elle est accueillie, sans tabou, que tu es avec un thérapeute qui ne te jugera pas, qui est intéressé par ton histoire, qui te fait parler. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, du lien thérapeutique qui va forcément faire émerger les informations. De l'écoute, de la parole, de la confiance, du silence aussi, parce que des fois c'est bien de se taire. Donc voilà, c'est grandir, mais grandir, j'aime bien de rejoindre la psychogénéalogie, c'est grandir, mais c'est comme quand les adolescents ils grandissent, vous savez, quand ils grandissent d'un coup, grandir c'est génial, on a tous envie, mais ça tire un peu quoi. Ça tire un peu dans les muscles, dans le corps, il faut changer nos habitudes, etc. Donc c'est une super aventure, un super voyage, mais ça tire un peu, ça picote un peu parfois. Toi que là pour l'instant j'ai parlé de moi, je ne vous ai pas posé des questions personnelles, parce que c'est peut-être pas le contexte, mais si vous avez des questions sur votre histoire, peut-être là je peux répondre aussi à des sujets. C'est un peu la dualité qu'on a toujours envers les parents, C'est un des thèmes centraux, un des thèmes centraux de la psychogénéalogie, c'est la loyauté. Et c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on est une des espèces qui est très dépendante.
Et si je suis dépendant, voilà, si je suis éduqué dans une dépendance, je vais peut-être plus tard me mettre en couple avec quelqu'un et être dans une dépendance affective, une dépendance financière, une dépendance peu importe. Parce que j'ai été éduqué dans cette loyauté. Je dois être loyal. Il faut que je fasse comme. Il faut que je fasse comme ou surtout que je fasse pas comme. De conformité, de loyauté, de conservatisme, on pourrait aller jusque-là. Hein. Et j'ai envie de dire, dans un monde qui est souvent déstabilisé, qui peut nous faire peur, il suffit d'allumer la télé ou la radio, et ça va pas en s'améliorant. Je pense qu'on a même tendance, au-delà même des guerres, etc., hein, il y a des mouvements, il y a des changements dans la société, etc. Quand on n'est pas habitué, on a tendance à se replier sur soi et à ce qu'on a vécu, à ce qu'on nous a dit. On nous a dit la vie c'est comme ça. Moi j'ai des gens qui viennent en séance et on leur a dit la vie c'est une tartine de merde. Comment tu veux être libre, te sentir capable de créer ta propre vie, d'avoir une belle image de toi et des autres, avoir confiance en la vie quand tu crois que la vie c'est une tartine de merde. C'est vraiment la malédiction absolue, c'est dire ça ou les parents le croyaient, hein. Peut-être parce qu'ils l'avaient même vécu d'ailleurs. Peut-être parce qu'ils l'ont vécu, que leurs parents l'ont vécu, mais si tu le répètes et que tu dis ça à un enfant, en plus tu le dis souvent par amour, tu dis à tes enfants pour les protéger, pour dire prépare-toi mon enfant, parce que ça, j'ai envie de dire, il ne faudrait peut-être pas faire d'enfant si vous croyez vraiment. Voilà. On sait jamais, hein. On sait jamais, fais attention, en traversant la rue, on peut. Hein, s'il n'y a que ces phrases-là. Alors, on ne dit jamais à un jeune. Moi, je pense que là, peut-être, on parle de votre famille. C'est intéressant. Parce que moi, on m'a dit ça. Moi, j'ai fait comme vous, hein. À 20 ans. Il faut. C'est le processus normal. Ouais. Mais c'est le processus normal de vivre sa vie. Après, j'ai réussi, donc ça a marché. Mais enfin, pendant de nombreuses années, j'avais une espèce de doute. De doute qu'on puisse survivre sans eux. La figure, elle va revenir. Mais peut-être comme ils étaient gentils, vous saviez que même si vous cassiez la figure, ils seraient là pour mettre du mercurochrome et un sparadrap. C'était fini. Ouais. Donc une fille unique, ah oui. C'est comment votre prénom? Josiane. Il y avait déjà la notion d'oser dans Josiane. Hein. Il fallait, on vous a dit, il va falloir oser Josiane. Hein. Et si on décortique les lettres, il y a aussi les lettres de la joie. Hein. Dans Josiane, il y a J-O-I-E. Hein. J-O-I-E. Oui. Josiane, les lettres de la joie. Il y a oser, il y a quand même beaucoup de choses positives dans Josiane. Ah oui, mais j'ai osé. Pour oser, j'ai osé. Donc Josiane confirme que c'était bien l'idée de son prénom, derrière son prénom, c'était d'oser. Et la joie? Oui, aussi. J'ai toujours fait ce que en quoi j'ai cru, quoi. Ça m'envers un Bien sûr. Ouais. Donc écoutez la joie intérieure qui se manifeste et oser. Je me lance dans ces choses-là, c'est une nouvelle. Tu oses ouais. Ok, super. Sur le tas. J'ai jamais arrêté en fait. D'oser, ouais. Oser comme un mouvement de la vie, quoi. Comme un mouvement de s'intéresser, d'être curieux. Mais c'est ça, la joie. Le j'ose et la joie, hein, ça fait un mouvement comme ça très. Puis c'est pas fini à mon avis. Toujours prêt en moi. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos parents pour que vous croyiez en vous? Qu'est-ce qu'ils ont semé comme graines pour la confiance? J'avais un père qui était très il a commencé à être très strict, très machin. Voilà. Et
totalement différent. Totalement différent. Et petit à petit, je l'ai éduqué, moi. et finalement, quand on se revoyait tous les 3-4 mois, on passait des nuits entières à parler de cette expérience. Ah, donc il vous a raconté, il a verbalisé. C'est fondamental. Ça, c'est beau, ça, de dire qu'on peut éduquer nos parents et qu'ils soient ouverts à ce qu'on les éduque. Oui, c'est ça. Ma mère était complètement moins ouverte. Je l'ai appris dans le tas d'une maladie schizophrénie. Ah oui. Donc, ça a commencé des années avant. C'était comment son prénom à maman? Son prénom à maman? Denise. Denise, ah oui. Bon, ils sont décédés tous les deux. D'accord. Mais il y avait déjà du déni. Il y avait du déni chez Denise. Il y a eu quelque chose qu'il fallait repousser. Il y a eu ses parents lui demandaient déjà d'être dans un déni de quelque chose. Donc d'être dans une. Quand on est dans un déni, on n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas dans la complétude. Hein? Quand on n'est pas dans la complétude c'est être soit une personne à part entière. Bah, quand on n'est pas un, on est alors on a cette image de la schizophrénie où on est deux, mais c'est pas vraiment ça. Mais on était effacés, maman était très effacée. Il y avait du déni, voilà. Il y avait du déni. On parle aussi parfois du déni de réalité. Hein, souvent quand on utilise ce mot. Et donc il y avait un rapport avec la réalité. Voilà. Vous voyez déjà avec les prénoms. Ah ouais, et évidemment la discussion, hein, ça suffit pas de. Voilà, ça permet déjà de se dire que il y avait la discussion avec papa qui a permis de s'ouvrir et de rester dans ce dialogue. Comme on a. Ah, ça c'est intéressant. Parce que là, il vous a montré que partir de rien, ou partir seul de la maison, qu'on pouvait réussir. Puis comme vous étiez la première, oui. Et puis fille unique, donc ils ont mis tous leurs espoirs, conscients et inconscients aussi dans votre personne. Alors au démarrage, évidemment, ils m'ont impliqué dans ce truc, attention, l'argent, le truc, l'argent de côté, son métier, ne fais pas ça, ne fais pas des choses créatives comme ta mère, voilà, fais l'école de commerce, fais ceci. Pour vous transmettre d'abord la sécurité, ouais. Parce qu'il y avait certainement le côté, la maladie de maman, ça devait créer de l'insécurité. Oui, c'est ça. Donc on a. On avait absolument besoin de mon père pour vivre. On était incapable de vivre tout seul. Donc on vous a transmis la sécurité avant tout. Il faut que tu fasses le permis de conduire, il faut que tu fasses. Et la liberté. Je vais avec toi faire le premier vol d'avion pour l'autre, etc. Il est absolument. Ouais, donc ils vous ont donné beaucoup de force, oui, ouais. Voilà. Beaucoup de force et donc lui, il a évolué énormément dans sa carrière professionnelle. Et il m'a montré un petit peu le chemin. Super. Mais on était différents quand même. C'était intéressant parce qu'à la fin, il me faisait des confidences d'un homme de pouvoir qui a beaucoup de faiblesse, de vulnérabilité, beaucoup même. Et lui, il m'a inculqué ce côté. C'était 2 générations. Bien sûr. Très bien.
Donc là, on voit un modèle transgénérationnel motivant quand même. Hein. Là, on est sur un exemple très positif, je trouve, malgré. Hein, parce qu'en fait, ce qui me venait là en vous écoutant, vous m'avez dit on était très différents. Et en fait, c'est pas tant. Alors bien sûr, être la copie conforme de ses parents, c'est problématique. Ça veut dire qu'on n'est pas un être à part entière. On se crée, on se construit comme un miroir ou par rapport à. Et c'est pas tant comme ou pas comme, c'est ce qu'ils nous permettent ou ce qu'ils nous permettent pas. Et là, dans ce que vous dites, c'est ils m'ont dit ça, ils m'ont dit permets-toi, ils m'ont dit fais attention, mais quand même. Construis une sécurité, mais ta liberté aussi. Je trouve c'était assez équilibré dans le, en tout cas en vous écoutant. Hein. C'est qu'est-ce qu'on m'autorise ou pas. Masculine, en fait, le pouvoir masculin, tout en voilà, sans vivre ma vie De femme. Voilà. Donc les deux étaient positifs, c'était deux modèles positifs. Pour être complètement indépendante. L'indépendance. Et j'ai toujours gardé ça. Ouais. Alors, comme vous êtes l'aîné, je me souviens que vous m'avez dit ça, enfin l'aîné, la fille unique, donc forcément l'aîné, il y a quelque chose dans l'inconscient familial de chaque couple, on va dire plutôt. On attend inconsciemment du premier que ce soit un garçon. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de profondément ancré dans l'espèce humaine qui est... Ouais. C'est pour ça Même, qu'il même, m'arrivait comme ça. oui. Parce qu'en fait, on veut transmettre. C'est le premier enfant, donc on veut souvent transmettre le nom, transmettre le patrimoine aussi quand il y en a, transmettre les valeurs. On veut être sûr que le nom de famille, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission qui est pas que le couple, qui est on veut que le nom perdure. Donc on veut. C'est pas grave d'avoir une fille en premier, mais il y a un inconscient. Il faut savoir que quand on est une fille en premier, alors en l'occurrence la seule, heureusement, enfin, je trouve qu'ils ont bien géré le fait de aussi vous transmettre cette énergie masculine. Hein, Et ma mère était très douce. et donc l'énergie et aussi l'énergie féminine. Voilà. Donc ils vous ont bien transmis les deux sans faire parce qu'il y a des familles où avoir une fille en premier, c'est vécu comme une faute, comme une douleur, comme une frustration, et ça peut. C'était pas prévu non plus, hein. Il n'y avait pas encore de couple. Eh oui. C'est ça. Mais bon, il y a quand même un côté inverse, c'est que j'ai toujours le nom de mon père. J'ai gardé le nom du père. Donc je suis bien donc je suis la fille de mon père. Okay. J'ai quand même l'espoir. Deux. Encore, n'est-ce pas? De rencontrer la bonne personne. Et de prendre son nom. Voilà. Mais voilà, il y a quand même aussi toujours une espèce de Ouais. Alors quand je porte le nom de mon, donc là je porte le nom de mon père, hein, je porte encore, vous m'avez dit le nom de mon père, ça vient dire que c'est comme ça aussi qu'on m'a élevé. Je dois récupérer. Vous avez, je me permets 2-3 petites questions. Hein. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Non. Oui, j'ai une fille qui a 34 ans. Et une fille, d'accord. Donc, tant mieux. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est par rapport à... J'ai oublié. Mais je suis... Voilà, après, oui, le fait de se mettre en couple et de pas te mettre... Enfin, d'avoir un... Après, vous avez eu des... Il y a eu des... Voilà, vous avez eu à la fois le... Et la liberté de choisir. De m'en sortir. De m'en sortir des situations très compliquées. D'accord. Donc de choisir. Donc d'avoir cette indépendance quand même et cette liberté de choix. Super. Bah, c'est peut-être là est peut-être l'essentiel. Ouais. Qui, elle, par contre, semble être totalement dépendante de ses parents. Je ne sais pas comment elle réagit. Alors, là, on va pas faire... Voilà, ça lui appartient. Puis il y a aussi l'histoire avec son propre père. Il y a les modèles qu'elle a reçus. Elle n'a pas reçu que... Oui, mais justement.
Justement. Peut-être qu'elle a besoin de ce socle et de cet ancrage parce que dans son arbre à elle, elle a une maman qui est certes ancrée et libre, mais elle n'a pas le pendant d'une deuxième personne qui soit aussi ancrée et libre que vous. Donc elle a peut-être besoin de s'ancrer dans un couple qui lui convient, on lui souhaite le plus possible, mais il y a peut-être une dépendance de l'ordre de... Mais qui est horriblement macho. Horriblement. Carré. Donc elle est allée... Moi je dis parfois, on se rencontre par hasard, mais on ne reste pas ensemble par hasard. C'est ça. Ils se complètent, ces deux-là. On peut rencontrer plein de gens, mais ceux qui attirent notre attention et avec qui on peut rester... Donc voilà, ça lui appartient, mais c'est intéressant de se dire, tiens, on se complète et comment on se complète et pourquoi on se complète. Et si ça lui convient, tant mieux. Si un jour c'est un problème, elle ira. Un passé justement familial avec un père défaillant. C'est incroyable, hein, une histoire comme ça. Un père défaillant, ça nous a... Je sais, hein, moi j'ai eu un père qui était défaillant. Je vais passer par son prénom. Pas seulement parce qu'il s'appelait Claude. Hein. Claude, c'est claudiquer. C'est être un peu... Elle s'appelle Marie-Claude. Marie-Claude ouais. Et elle a un problème avec son prénom. Ok. Bah, Marie, c'est la Sainte, la Vierge. Oui. Et Claude, c'est celle qui est un peu bancale. Voilà. C'est plus... féminin. Alors Claude, c'est un prénom en plus qu'on donne aux hommes et aux femmes. Donc ça peut être féminin aussi. Hein. Marie, si ça te convient, puisque tu demandes aux gens de t'appeler Marie, tant mieux. Tu choisis, tu prends le pouvoir sur ton prénom. C'est ça qui est c'est ça la liberté aussi. Pourquoi on serait obligé de porter des trucs qu'on nous colle voilà. Il y a des gens qui changent de prénom aujourd'hui qui sont parce que c'est pas forcément des prénoms. Bon bref, il y a plein de cas, mais c'est prendre entre guillemets, je vais pas dire la notion de pouvoir, mais c'est prendre son destin en main, quoi. C'est ça qui fait la vraie liberté. Quand tu dis appelez-moi Marie, c'est appelez-moi comme je veux qu'on m'appelle, quoi. Je dirais juste attention à pas chercher à être une sainte ou une vierge immaculée tu as le droit aussi de ne pas tout réussir, tu as le droit aussi de pas tout comprendre, tu as le droit de ne pas être qu'une incarnation de la... Maintenant, oui. Moi, j'ai fait changer le nom de la fille, ça au niveau du nom du père. Bon, j'avais peur à l'époque, il y avait beaucoup d'enlèvements, donc j'avais peur qu'on ne trouve pas. Le lien, oui. Je me faisais pas voir. Donc le nom du père dans votre famille, il est important. Oui. Alors elle a le nom de son grand-père. Bien sûr. Ok. Alors peut-être que pour trouver un compagnon, il faudrait voir en constellation, est-ce qu'il y a la place, on pourrait dire énergétiquement, est-ce qu'il y a la place pour qu'aujourd'hui quelqu'un vienne prendre la place de compagnon mari. Ok. Est-ce que vous aviez des questions avant de soit sur le sujet, soit personnel, parce que tant qu'à faire, j'y réponds avec plaisir. Justement, moi je suis en train d'étudier, parce que comme par hasard, ça me revient comme ça, donc, la famille de ce garçon, tout le monde a des addictions. De quel garçon? Du garçon, enfin, je ne peux pas de ma fille. D'accord. Alors, vas-y, j'écoute ta question d'abord. C'est par rapport aux transgénérations. Je suis en train un petit peu d'étudier tout ça, les trucs de cardio, sur les addictions, etc. Parce que je me suis dit, ça ne vient pas par hasard. Voilà, les garçons, la tante, les parents sont hyper alcooliques. Donc on n'est que sur de l'alcool. La question de l'alcool et les enfants de la tante sont drogués. Enfin, pas toute la famille. Okay. Là, typiquement, on est sur ce qu'on appelle un fantôme familial. Quand il y a quelque chose, un sujet comme ça qui est réparti, parce qu'en plus si j'ai bien écouté, c'est pas la même.
c'est la tante, c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est toutes les lignées. Voilà, donc c'est quand même toutes les lignées et c'est assez large. Et puis c'est plusieurs générations. Qu'est-ce que je peux te dire Est-ce que tu as une question Comment De mon expérience, c'est toujours transgénérationnel. Alors, on parle parfois de karma familial. Karma familial, c'est quoi? C'est transgénérationnel, en fait. C'est le même sujet. Alors, c'est transgénérationnel parce que c'est sur plusieurs générations. C'est transgénérationnel parce qu'il y a un modèle qu'on donne à des enfants et à des petits-enfants qui font que c'est possible, fais ça, et voire même c'est ça qui va t'aider. Hein. C'est comme si inconsciemment ils avaient reçu le message de... je connais bien le sujet de l'alcool pour avoir été dans une famille avec un père alcoolique, et je connais bien le sujet, j'essaie de répondre à votre question. L'alcool, en général, on l'utilise pour désinfecter les blessures, les plaies. Donc je pense qu'il y a des plaies, des blessures, voire même qui remontent, puisqu'il y a des grands-parents. Hein. Donc soit ça leur appartient et ils ont vécu des choses, ces grands-parents, qu'il a fallu taire, ou qu'on n'a pas pu ou pas su exprimer, ou qui sont trop douloureuses à vivre. Il y a des événements très douloureux dans la vie. Perdre des enfants, avoir des accidents, que sais-je, des morts, un événement dramatique. Donc, qu'est-ce qu'ont vécu ces personnes? Et avant. L'alcool, tu veux dire? Voilà. Il y a un manque, il y a du déni. Après, ça dépend. Les mots, ça dépend de chaque famille. Après, bon là, c'est un peu technique, mais la question de l'alcool, c'est en lien avec le yang. Le yang, c'est souvent le père, mais pas que. C'est déjà au niveau consommation, il y a une espèce d'image incroyable, tout est lié à une fête. On a l'impression que c'est parce que dans le de la production de l'univers, tout est lié à la vie privée, on voit qu'il y a une fête anniversaire. oui, c'est comme la cigarette, c'est une drogue en libre service, on est d'accord. Ouais. En tout cas, c'est un produit, donc c'est comme le sucre d'ailleurs. On va pas s'arrêter à l'alcool, aux cigarettes, mais à la réalité, absolument. Et justement, pour fuir, pour penser, et en même temps pour passer par ces états euphoriques qui amènent une joie artificielle, hein, que ce soit le sucre qui apporte des faux pics d'euphorie. Voilà. Après, chacun a son rapport à ces choses-là. Mais quand je disais c'est yang, en fait, c'est un rapport vraiment avec la vie qui est plus grande que soi. On a du mal avec le fait que la vie nous dépasse, que la vie soit plus forte que nous quelque part parfois. Qu'on ne peut pas la contrôler, qu'on est obligé de s'y soumettre. On est obligé de se soumettre à le jour et la nuit, c'est la vie. Et les événements qui surgissent, on a un corps, vous avez un corps de femme, j'ai un corps d'homme, on est obligé de s'y soumettre. Ça fait partie des règles, des données de la vie. Et souvent, l'alcool va être un refuge ou une espèce de tentative d'échapper comme tu disais, à ça, aux lois de la vie, à plus grand que nous. Donc c'est une question très spirituelle aussi, l'alcool. D'ailleurs, comme par hasard, les alcools, on les appelle aussi les spiritueux. Oui, c'est ça. Y aurait-il un lien dans quelque chose qui nous rapproche du spirituel? Justement, il y a des alchimistes dans le temps qui mettaient en garde de cette consommation
où elle les favorise dans certains rites et dans certains rituels. Où, en Amérique du Sud, on va toujours boire un peu d'alcool pour pratiquer certains rituels de guérison, etc. Dans un rituel, c'est encadré, Ouais. mais C'est de l'ordre du sacré. c'est ça. Par contre, de l'ordre de la consommation quotidienne, c'est l'oubli du sacré, justement. C'est l'inverse, ouais, tout à fait. Donc là, ouais, écoute, mais c'est de l'ordre du yang, tout ce qui va nous calmer un peu ces angoisses du rapport à la vie. Mais comment on peut arrêter ça? Ah bah il faut... Qu'est-ce que je peux dire à toute cette bande et de drogués? Avec le recul d'avoir eu un père alcoolique, je Moi, te je dirais... bois pas une goutte d'alcool. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais avec le recul, je te dirais que c'est pas tant leur dire des choses, c'est d'abord les écouter. Encore une fois, d'abord Oui. peut-être se dire que avant de leur dire des choses comme si on voulait leur apporter la solution, Oui, il faut d'abord peut-être qu'ils identifient ou qu'on les aide à identifier le problème véritable, le problème profond, le problème collectif, hein. Parce qu'il y a, là il y a ce rapport à la... en silence, hein, Ok. Alors, continue d'écouter et C'est un petit peu comme un puzzle. C'est une question de volonté, mais aussi de l'ordre de la maladie. Oui, mais je crois que Parce qu'à un moment donné, le corps, la volonté à ce stade-là, c'est la limite du libre arbitre. C'est la limite du libre arbitre. il n'y a plus de volonté. Mon père, il voulait être heureux. Mais c'était tellement impossible à imaginer, à réaliser, à concrétiser dans son esprit. Ah ça oui. Quelque part... ouais. Donc peut-être d'abord continuer à enquêter, à écouter, à essayer de comprendre ces grands-parents là, qu'est-ce qu'on leur a dit sur la vie, hein, pour qu'ils transmettent la même chose à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'on leur a dit ou qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux ou leurs parents hein, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont vécu d'aussi dur, qu'il faille comme ça essayer de fuir la réalité ou de fuir la vie ou de... Et puis la notion du yang aussi, hein, où est-ce qu'il y a des pères défaillants, où est-ce qu'il y a des pères... Tu as dit tout à l'heure, il avait un père absent, le compagnon de ta fille, hein. Donc il y a une notion de père défaillant. Déjà, là, hein, le yang absent, le yang, le yang qui est invisible. Il n'a plus aucun respect contre son père, parce que pratiquement ils font tout ça, vous avez des cancers avancés à cause de l'alcool. C'est les cercles vicieux. Alors je dis... je sais pas si c'est facile, je dirais que c'est accessible. Alors que l'inconscient et l'histoire est moins accessible. Ça, je suis tout à fait d'accord avec la deuxième partie, c'est plus facile que de parler que d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur, parce que comme j'ai dit plusieurs fois, ça pique en fait. Ça pique d'aller dire ça va pas, ça vous m'avez dit ça, non. Les anciennes générations ne disent que ce qu'ils veulent dire. Et ce qu'ils peuvent, ouais, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils pouvaient dire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet ou sur vous-même, tant qu'à faire un truc qui vous bloque, un truc que vous avez envie dans la vie? Toi, t'as une liste? Dans le magnétisme? D'accord. Alors, il y a certainement une grosse charge d'interdit, hein? Petite curiosité. Il y a les trois enfants, bon, c'est tous les enfants, le frère, les deux sœurs, Qui n'osent pas. et un décès d'un frère,
Alors, que faisaient comme métier tes parents? Et mon père, au départ, il était coiffeur Ouais, en Espagne. ok, Maman, quand je voulais venir en France, on s'échappait quoi, parce que ne voulait pas les grands, ne voulait pas que. Du coup, ben, ici, il a fait la plonge, ok, après, en regardant, il a fait la cuisine. ok. Et toute sa vie, il a fait la cuisine. Et maman? Parce que bon, lui, c'était la coiffure, mais comme il ne savait pas faire les ici, Bah oui, ben, il ne pouvait pas. ok. Donc papa, la coiffure il avait c'est intéressant ça déjà. Il avait une passion cachée, en tout cas pas cachée mais refoulée. Hein, donc il n'a pas osé se lancer parce qu'il ne parlait pas français. Tiens, c'est drôle, ça me fait penser à ce que tu viens de dire. De moi, je n'ose pas me lancer. Je dirais pas que c'est pas parce que tu parles pas français, mais parce que c'est une autre langue le magnétisme. C'est pas la langue du conscient, c'est pas la langue du visible. Tu vois le parallèle que je fais? Tiens, papa, il a dû refouler sa passion par le fait qu'il parlait pas la langue. Et moi, je refoule quelque chose par le fait que c'est une autre langue. Pour moi, le magnétisme, c'est une langue de l'invisible, de l'énergétique. Bon, déjà, il y a un petit truc là. Et maman, elle faisait quoi? La refouille. Elle était, justement, comme elle était jeune, quand sa mère l'avait enlevée de l'école, parce que mon grand-père était malade, avait la tuberculose. Et du coup, elle a dit, mais comme tu es la plus grande, tu vas venir travailler avec moi. Donc, elle faisait des ménages. Elle a fait des ménages. Et après, il y a eu du temps qu'elle voulait la prendre parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle a dit à ma grand-mère, si tu veux, viens avec moi, je t'apprends le métier de coiffure, c'est là où elle a renseigné mon père, et tu sauras quoi. Ok. Ma mère l'a pas fait. Ok. Alors là, les deux exemples ne serait-ce que de tes parents, on est dans des métiers manuels, que ce soit les ménages, voilà, voilà. Ouais. Sauf que le magnétisme, certes, il y a des gens qui disent qu'ils soignent avec leurs mains, mais ils ne soignent pas qu'avec leurs mains. Toi, tu vas pas toucher, les gens a priori. Tu vas pas transformer leur coiffure et faire le ménage chez eux. Donc toi, c'est un métier dans lequel tu pourrais aller, mais qui n'est pas manuel, qui est voire même l'inverse du manuel, puisque c'est travailler avec l'invisible. Contrairement aux cheveux qui ont du visible et la poussière qui est visible. Alors ça passe pas, pour moi, ça passe pas que par les mains, mais ça c'est ma pratique à moi. Mais en l'occurrence, ça peut être une solution pour Marie, c'est de dire, ben, moi je vais travailler avec mes mains aussi, comme mes parents. Je vais me lancer comme, alors, en l'occurrence, maman, elle s'est lancée dans le, voilà. Mais là aussi, vous voyez, il y a des désirs contrariés. Papa, c'était la coiffure, et maman aussi, c'était désir contrarié. C'est, bah, tu vas faire des ménages. Parce qu'en plus, il y a son papa qui est malade. Donc en plus, c'est vraiment son père à elle. Donc il y a vraiment l'idée de désir contrarié. Donc on pourrait dire que tu es en loyauté avec les désirs contrariés de la famille. Dans cette famille, les désirs, je dirais même le plaisir et le désir doivent être contrariés. On n'a pas le droit de faire ce qu'on aime dans cette famille. C'est impossible. Qui suis-je, moi, là je me parle comme si j'étais toi, qui suis-je, moi, Marie, pour m'autoriser à être la première à, faire ce qu'elle aime, ça la fait rire donc ça résonne, et deux, en plus dans l'invisible. Donc tu vois, il y a double contrainte là, autorisée à faire ce que j'aime et dans l'invisible. Et en plus, il y avait simplement une seule solution, c'est de prendre des cours de français. Il était suffisamment jeune à l'époque, et ça aurait changé toute sa vie. Et du coup, il y a des trois qui n'ont pas fait d'études. Donc en plus, il y a un sentiment d'illégitimité certainement, si je me lance en tant qu'indépendante, hein, j'imagine. Ouais. Non, mais enfin, je veux dire, c'est le parallèle. Ils ne se sont pas donné les moyens d'étudier quelque chose qui aurait changé. Ils se sont peut-être donné les moyens. À la hauteur de, j'ai envie de dire, ils se sont donné les moyens à la hauteur de leur portefeuille. Ils ont peut-être fait tout ce qu'ils ont pu par rapport à aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est Josiane qui parle. Josiane, c'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Donc là, tu as un modèle qui te dit tout ce que tu pourrais. Voilà. C'est pour ça qu'on est ensemble là. Mais là, Josiane, elle refait l'histoire. Elle dit, ils auraient pu, ils auraient dû, ils auraient peut-être même dû. Mais Même si tu fais la liste, il y a 15 jours, parce que je fais une liste avec ceux qui l'ont su
Ben oui, mais Josiane, elle ose. Et elle passe par la joie. Elle passe par la joie. Toi, tu passes peut-être par la loyauté encore aujourd'hui par rapport à ça. Pas capable de quoi? De faire quoi? Tu veux faire quoi? Ok. Ouais. Est-ce que tu as commencé à apprendre? Est-ce que tu as... Ouais. Tu as fait des ateliers. Donc tu es capable, si tu fais des ateliers, tu es capable de quoi? Tu t'es rendu compte dans ces ateliers que tu étais capable de quoi? D'aider les gens. Ok. Donc tu vois là, tu es dans un conflit, tu dis à la fois je ne suis pas capable d'aider les gens, et là tu viens de me dire je suis capable d'aider les gens. Non, je ne suis pas capable, je sais les écouter. Ah, alors je ne suis... Alors, ok. Merci, tu as tout à fait. Je ne suis pas capable d'aider les gens, mais je suis capable de les écouter et de les comprendre. C'est ça que tu viens de dire? Ok. Moi je trouve que c'est une première étape et que c'est déjà les aider en fait. En fait, c'est comme si tu n'avais pas fait le lien entre je suis déjà capable de les écouter et de les comprendre, et pour toi, c'était comme si c'était pas suffisant pour les aider. Mais c'est un début. Donc prends conscience que tu es déjà avec l'écoute et la compréhension. Certes, dans une attitude, on pourrait dire yin, d'écoute, de réception. Tu n'es pas obligé d'être dans une attitude yang pour commencer. Tu peux d'abord, en fait, tu commences par le yin, ce que j'appelle le yin, c'est-à-dire une attitude d'accueil, d'écoute, de compréhension. Les solutions et les réponses, hein, bah non, parce que Josiane, elle est yang. Josiane te dit, il faut faire ça, ils auraient dû faire ça, et tu vas réussir, et tu vas y arriver. Tant mieux, elle te donne ce yang, mais peut-être un peu tôt. Il faut que déjà que Marie, elle prenne conscience que elle a la capacité d'être dans ce yin guérisseur. Donc ton chemin, c'est d'abord de commencer par le yin guérisseur, et ensuite d'aller vers le yang pour compléter. Qu'est-ce que tu ressens là dans ton corps de comprendre ça? Ça fait quelque chose. Donc tu vois, on est passé par le modèle de tes parents, de ce qu'ils t'ont transmis comme possibilité et comme impossibilité, et que toi maintenant, tu mets à jour ce modèle en disant, mais oui, en fait c'est vrai, je peux prendre mon propre chemin, qui est d'abord, je suis capable déjà de faire ça, et ensuite je vais apprendre le reste. Qu'est-ce que je sais déjà faire, et qu'est-ce qui me reste à apprendre? C'est pour ça que je me suis soignée. C'est pour ça, en faisant des ateliers, je suis allée faire des trucs dans d'autres vies. Même j'ai découvert que j'étais médecin. J'ai eu aussi en fait, j'ai soigné. Il y a une femme, c'était la femme de mon frère, c'était moi en fait, le docteur. Et du coup, j'ai découvert que j'ai mal agi et elle a perdu son enfant. Du coup, dans le village, tout le monde se mettait de lui, tout ça, et du coup, il a dû arrêter la médecine. Et après, c'est pendu. Comme ça, j'ai découvert ça, que tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette histoire? Du coup, on a essayé. Est-ce que ça t'a amplifié? Est-ce que ça a amplifié des peurs? Oui, d'accord. Et... Mais est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui en toi? Est-ce que ça a amplifié des peurs? Moi j'ai l'impression que ça a amplifié des peurs. Je te le dis déjà, que ça se reproduise, ou est-ce qu'au contraire grâce, ou est-ce que oui, moi je sais, j'en ai fait des voyages karmiques où en fait on a l'impression on va voir certaines vies antérieures, en fait ça nous. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah. De ne pas prendre le risque. Et après, je suis quelqu'un de réservé, de timide, avec beaucoup de choses. Et si. Quand j'étais petite, on était nuls, des bêtes. Ah oui, on a chargé avec des cris. Ça s'inscrit en nous profondément, hein, tous ces mots. Et être indépendant, ça veut forcément dire le faire savoir, ça veut dire parler un petit peu de soi. Donc forcément, là, c'est aller presque contre ta nature. Je dirais même plutôt contre ta construction. J'ai dit une bêtise. C'est aller contre ta construction, parce que ta nature... parce qu'il y avait deux choses à dire, en fait.
je pense que tu dois absolument, encore une injonction, non, tu pourrais profondément essayer de valoriser la qualité de l'écoute, comme tout à l'heure tu me disais. Elle m'a dit, et si, est-ce qu'on manque pas un petit peu dans ce monde d'écoute, déjà, des uns des autres, et d'espace juste où on peut parler, en fait. Pas qu'en face, forcément, t'es quelqu'un qui te dise à tout prix... Je crois qu'en fait, ils sont tous âgés maintenant, mais c'est presque comme des enfants qui demandent encore la permission aux parents. Est-ce que Oui, c'est bien ce que je fais? Alors, je dirais... Comme là, j'avais perdu mon travail parce que je dis non, tout le monde me dit toutefois. Mais t'as assumé ton choix. Ouais. Ok. Bon, on pourra pas faire plus long là sur le sujet, mais tu vois, il y a déjà des pistes de... Ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelque chose que je ne veux pas, je Ah, c'est déjà pas mal. même par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que on a dit On nous dit beaucoup de choses. Et on peut aujourd'hui, avec l'information, tous les livres qu'il y a ici, tout ce qu'on peut avoir sur Internet, etc. Il faut aussi, je pense, faire le tri à l'intérieur de soi, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on... Voilà. Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça m'apporte plutôt de la peur ou plutôt de la joie? Si ça nous apporte un peu plus de peur, je pense qu'on est déjà suffisamment servi dans ce monde, dans cette vie, avec ce corps, avec ce qu'on doit faire. Moi, c'est tout, enfin, ce qu'on fait nous, c'est notre métier, c'est lutter à notre échelle. On va pas sauver le monde. et toutes ces connaissances aussi, toutes nouvelles quand même, parce que l'histoire ne vient pas du jour au lendemain, comme ça, en vertu de la seconde sur le genre, sur le spirituel, mais comme on dit, c'est bien de temps, on a eu une espèce de bombardement d'informations quand on est intéressé avec un tas de choses. Et oui. Et la justesse, faut pas oublier la justesse en fait, faut faire le tri et c'est... Est-ce que je suis vraiment pas bonne à ce que je fais ou est-ce que je suis vraiment aussi nul que je suis pas capable d'apprendre? Non, t'as fait des ateliers, t'es déjà capable d'apprendre. Moi, ma mère, elle m'a appris un truc, elle me dit toujours, à moi, enfin c'est à tous ses enfants, pas qu'à moi. Elle me disait, t'es pas plus con qu'un autre. Hein. C'était négatif mais c'était positif. Elle me disait, oui mais... C'était dit sous beaucoup d'humour en fait. Ma mère, c'est toujours, c'est jamais au premier degré. Elle dit, je vois pas pourquoi toi tu n'y arriverais pas en fait. C'est pas t'es mieux que les autres, c'est pas t'es moins bien, c'est t'as une capacité. Oui, mais elle me l'est donnée avec cette phrase aussi. C'est ça qui était beau. Elle dit, écoute, au pire, ça marche pas. Tu vois, même l'échec n'était pas un problème quelque part, et j'en ai eu. Parce qu'on fait des choix, parce que parce qu'on n'en meurt pas finalement. Même si au moment où on en fait, on croit que, mais non. Moi j'ai envie de te dire, continue d'écouter ce qui te fait plaisir d'apprendre. Et à un moment donné, tu diras, en fait, ce que j'ai appris, il faut que je le partage en fait. Quand tu sentiras que, alors faut savoir respecter encore une fois l'équilibre. C'est pas je dois tout savoir pour me lancer, c'est j'ai suffisamment appris pour me sentir à l'aise, légitime. Ouais. Mais aussi, ça c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur, c'est qu'on revalorise tous la qualité de l'écoute, juste de l'écoute. Là j'ai beaucoup parlé donc ça paraît un peu incongru, mais de dire vraiment... C'est de se taire. Oui, le discernement, c'est vrai. Il faut passer par le silence pour... Qu'est-ce que ça dit là quand je... Ça crée plus de peur la visite de ma vie antérieure? Bah en fait, il faut aller apporter de la bénédiction dans cette peut-être que ce bébé-là,
il serait mort 2 jours après, même si tu l'avais pas sauvé dans cette vie antérieure. Peut-être que ce bébé-là, il n'était pas viable. Peut-être que tu as fait juste ce que tu as pu dans cette vie-là, et que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on peut. C'est pas de faire plus que je sais pas qui ou qu'on. Non. Et qu'en fait, peut-être qu'un jour, tu vas découvrir que tu es génial et que c'est le bon moment pour. Que c'est toujours le bon moment pour. Il faut se sentir aligné avec ça. Bon, on va devoir arrêter notre discussion pour aujourd'hui en tout cas. Merci pour vos petites questions, vos grandes questions aussi. Avec plaisir. On peut continuer, mais on va devoir